Eh ben Bon, voilà, super. c'est pas très grave. Bonjour à tous. Je trouve que le sujet mérite ce genre d'échange. C'est un sujet dont on a commencé à traiter la semaine dernière sur fallait-il privilégier la gestion active, la gestion passive, les OPCM, les ETF, débat que nous avions eu avec Olivier Blitz, donc qui est allocataire d'actifs. Et cette semaine, je suis vraiment très heureux, très fier d'accueillir Marlène Assine-Conqui. Bonjour Marlène. Euh, Bonjour, Régis. qui vient en fait, à mes yeux, de l'intérieur des ETF, puisqu'elle a été responsable de la recherche chez Lyxor. Lyxor, c'est le numéro 1 de la gestion indicielle en France. Donc vraiment, c'est vraiment un invité de choix qu'on a aujourd'hui. Elle a été donc 12 ans responsable de la recherche. Et elle va nous dire pourquoi, selon elle, le mélange de gestion active et de gestion passive porte de la valeur ajoutée dans les portefeuilles. Donc, on va de nouveau aborder ce sujet-là. Je remets la vidéo. Paf. Voilà, comme d'habitude, vous posez vos questions dans le chat, on y répond au fil de l'eau ou à la fin. Voilà, Marlène, je te laisse la parole pour te présenter. Je rappellerai ensuite en quelques points quel est mon point de vue sur le débat actif-passif, et puis après tu nous expliqueras exactement quel est ton point de vue. Très bien, merci, merci Régis. D'abord, merci de cette invitation. Je suis contente de pouvoir débattre avec toi de ce sujet, et surtout je suis contente parce que de ce que j'ai entendu des autres débats, ce sont des moments où on peut avoir un parler vrai. Donc je pense que c'est important et c'est rare. Donc merci C'est pour vrai. ça. Voilà. Et donc voilà, juste pour me présenter, effectivement, j'ai passé un certain nombre d'années, plus de 10 en tout cas, chez Lyxor ETF, à la recherche ETF. Et je me suis progressivement spécialisée sur cette question de comparaison de choix, en fait, pour les investisseurs entre la gestion active et la gestion passive, forte du constat que, donc le constat de départ, c'était effectivement que les ETF représentent une partie encore très faible des portefeuilles pour les investisseurs. Hein. Au total, on est aux alentours de 17% en Europe. Hein. Donc il n'y a rien à voir avec les chiffres qui circulent et qu'on voit constamment passer, qui sont des chiffres américains, où on est plus proche de la moitié hein, des portefeuilles. Et donc, l'idée de départ, c'est de démontrer en fait l'intérêt des différents styles de gestion et donc des ETF, mais pas seulement, au sein des portefeuilles et ce que ça peut apporter. Donc progressivement, en fait, j'ai commencé à me pencher sur cette question de comparaison. J'ai vu que c'était un sujet qui remportait énormément d'intérêt de la part des investisseurs parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions et il y a peu de choses disponibles. En vérité, quand on regarde de près, on trouve 2 grandes études 2 fois par an, ce qui est assez surprenant dans un monde où on a accès à l'information en continu. Donc ne pas avoir des données, on va dire, à jour et Alors, récentes. je vais jouer le rôle d'aiguilleur et de poser les questions peut-être que vous ne pensez pas poser ou que moi, en tout cas, je pense à poser. C'est est-ce qu'en Europe, on n'a pas le problème qu'une grosse partie des volumes se font hors marché? C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qui se traite sur les ETF, contrairement aux États-Unis où tout se voit. Non, ça c'est vrai, mais par contre, on sait ce qui est dans les portefeuilles, ce qui est détenu. D'accord. C'est On voit ça. les Moi, stocks. voilà. Non, non, je parle vraiment de la détention au sein des encours, en fait, des encours dans les portefeuilles. D'accord. Donc, et là-dessus, on a les chiffres. Mais juste avant de continuer, je vais finir ma présentation juste pour expliquer un peu mon positionnement et justifier un peu tout ce qui va être dit. Donc, du coup, on va dire fort de cette volonté de pouvoir montrer en quoi finalement les ETF étaient une véritable révolution dans ce monde de la gestion, mais en même temps qu'ils devaient trouver leur place et leur juste place. J'ai commencé donc à m'intéresser à ces sujets de comparaison. J'ai créé chez Lyxor ETF la Research Academy avec l'université Paris-Dauphine pour faire
travailler des chercheurs sur ces questions, justement pour essayer de comprendre et de voir où est-ce qu'on allait et quelles étaient les problématiques qui se posaient et les enjeux. Donc avec ça, on a fait tout un tas de travaux très intéressants. Et puis, je me suis vite rendu compte que pour pouvoir avoir une vraie vue objective, en quelque sorte, il fallait avoir une forme d'indépendance, parce que sinon, on était forcément tiré de l'un ou de l'autre des côtés. Et donc, je me suis lancée depuis 1 an dans une aventure indépendante, donc au sein de la structure de BSD Investing, et pour pouvoir justement mettre tout ce savoir-faire et cette expertise au service des investisseurs pour les aider à construire des portefeuilles plus performants. Voilà, j'ai fini ma petite C'est un point présentation. vraiment qui me tient à cœur, parce que lorsque vous travaillez avec des professionnels, il est important de déterminer quels sont aussi les intérêts de ce professionnel et est-ce que vos intérêts sont strictement alignés avec ceux du professionnel. Et que finalement, quand vous avez affaire à des spécialistes, souvent, c'est des spécialistes qui travaillent dans des sociétés de gestion. Et dans des sociétés de gestion, on vend des produits, on vend des véhicules d'investissement. Et forcément, c'est rare que la personne qui s'exprime ait tendance à l'oublier. Donc sa parole n'est pas totalement libre. En tout cas, on peut la questionner. Aujourd'hui, Marlène comme moi, on ne vend pas de produits. Et aujourd'hui, on est des spécialistes de l'investissement, de l'allocation d'actifs. Donc, je crois, et si vous nous suivez nos webinaires depuis toutes ces années, que notre parole est vraiment tout à fait libre. Moi, je voudrais... Alors, comme on a fait un webinaire sur un sujet vraiment quasiment identique la semaine dernière, je ne voudrais pas vous resservir le même plat 2 fois de suite. Je voudrais juste synthétiser ma pensée pour après laisser Marlène dérouler son raisonnement. Nous, on a fait le choix, il y a une quinzaine d'années, de ne plus investir pour le compte de nos clients qu'en ETF, pour 4 raisons. La première, c'est que c'est une structure de cotation obsolète. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est évidemment la liquidité, la cotation en temps réel, la connaissance des cours de transactions. On n'achète pas à cours connu. La deuxième raison, c'est quand on achète dans l'univers des OPCVM de gestion active, on achète dans un univers sous-performant. Donc, c'est pour moi un univers hostile. La troisième raison, c'est que je ne connais pas, alors peut-être certains d'entre vous, peut-être que Marlène nous l'expliquera, je ne connais pas de méthode pour sélectionner des gestions actives avec un taux de réussite suffisamment important pour justifier effectivement les coûts attenants à la gestion active. Et la quatrième raison, c'est que, toutes les études le démontrent, c'est assez documenté, l'origine de la performance provient de l'allocation d'actifs et pas du choix du véhicule. Donc, pourquoi se laisser divertir à sélectionner des gérants de gestion active? Voilà. En synthèse, évidemment, on pourra reparler de chacun des points. En synthèse, telle est ma pensée, ce qui structure mon travail depuis 15 ans. Mais maintenant, je laisse la parole à Marlène. Bon, évidemment, je ne pourrais pas m'empêcher de l'interrompre, mais voilà, j'aimerais qu'elle partage aussi ses convictions. Voilà, donc merci de ce partage de convictions. Effectivement, donc moi j'ai un point de vue on va dire, qui diffère un peu, mais finalement, j'ai envie de dire le point de départ, c'est un peu le même, et tu me diras, Régis, si tu es d'accord avec moi. C'est vrai que dans un monde, on va dire, où on ne dispose pas, ou on ne disposait pas réellement d'études et d'outils qui permettent de faire un vrai choix, un choix juste et équitable, c'est vrai que j'ai envie de dire le choix de Régis est un choix qui me paraît efficient. Maintenant, c'est pour ça, et c'est bien pour ça que moi j'ai fait tout ce travail de mettre à disposition en fait toutes ces connaissances au sein d'un outil pour pouvoir justement aider les investisseurs à faire ce choix. Donc je m'explique. Tout d'abord, on part du point de départ qui est de dire les études ont prouvé que, c'est ton point de départ Régis, que c'est l'allocation d'actifs qui permet de générer la totalité, l'essentiel, on va dire, de la performance du portefeuille. Est-ce que tu as la main sur tes slides ou tu veux que je les passe?
Alors, est-ce que j'ai la main sur les slides? Tu vas, tu vas Pour dans... l'instant, oui, mais non, j'ai pas la main, mais de toute façon, pour l'instant, je parle. Après, D'accord. peut-être je te dirai, voilà, Au je besoin, tu me commence, dis, hein. voilà. Oui, je commence après. Voilà, non, juste à titre d'introduction, en fait, cette étude, elle a été publiée dans les années 90. On lui a fait dire on lui a fait dire beaucoup de choses. Il y a une chose qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle n'explique pas la dispersion des rendements entre les différents gérants, entre les gérants actifs. Donc elle explique bien sûr que sur le long terme, les principaux déterminants d'une performance, ce sont, on va dire, des données macroéconomiques, hein, de taux d'intérêt, d'évolution des marchés, ce genre de choses, mais elle n'explique pas la dispersion des rendements. Et d'ailleurs, il y a eu une autre étude un peu plus tard de Ibbotson et Kaplan qui a dit est-ce que c'est 10, 40 ou 90% qui est expliqué par l'allocation d'actifs. Et donc, en fait, le débat finalement, c'est de dire, quand on parle de la dispersion des performances des gérants actifs, ben, c'est plutôt 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à égalité entre l'allocation d'actifs et le choix du véhicule d'investissement. Donc moi, ouais. Néanmoins, est-ce que tu remarques dans tes études et dans les chiffres que tu analyses que cette dispersion entre les gérants a eu sérieusement tendance à se resserrer au cours des peut-être des 10 dernières années par rapport au début des années 2000 ou même antérieurement à ça? Alors, justement, on va commencer sur la question des chiffres, parce qu'effectivement, j'ai fait beaucoup d'études. D'abord, moi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'erreurs qui sont faites quand on compare les performances. Donc déjà, et donc là, on va peut-être commencer justement par la, 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 la première slide. Moi, j'ai mis en avant, merci à Régis, Ah, voilà, attends, voilà. Voilà, du coup, est-ce que du coup, je peux prendre, voilà, maintenant que ouais, tu du es coup, là, tu vois sur la droite. voilà, du coup, je le vois, donc Ok, je peux le faire. Voilà, très bien, super. c'est parfait. Donc voilà. Donc moi, j'ai mis en évidence un certain nombre de pièges qu'il faut éviter pour pouvoir déjà faire une bonne comparaison et donc pouvoir en déduire les choses, les bonnes conclusions en matière de décision d'allocation. D'abord, on compare très souvent la performance des indices avec les fonds actifs et pas les ETF. On va le revenir juste après, j'ai une petite slide très intéressante. Et ça, c'est dans les deux sens, hein. Parfois, c'est désavantageux pour les fonds actifs, parfois, c'est désavantageux pour les ETF, c'est dans les deux sens. Ensuite, on a tendance à comparer les gestions actives avec des indices larges ou des indices qui ne sont pas l'indice qui est suivi par le fonds. Donc ça, pour moi, c'est un peu comme si on comparait des choux avec des carottes. Il y a ensuite tout un tas de questions qui sont des questions un peu techniques que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont des qu'est-ce qu'on fait comme choix de données? Et ça entraîne des conclusions qui sont, enfin voilà, qui ont des conséquences très significatives. Et ensuite, ces chiffres qu'on nous sert toute la journée, ce pourcentage de gérants qui surperforment, est-ce qu'ils reflètent vraiment la totalité des opportunités disponibles pour les investisseurs? D'accord, donc ça veut dire que moi, quelque part, je remets un peu en cause les études qui existent actuellement et je vais montrer quelques chiffres, je vais pas tout, voilà. Par exemple ici, on a ici l'Eurostoxx 50, d'accord, versus son indice. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que l'ETF fait 10% de mieux que l'indice. Donc qu'est-ce que ça veut dire de comparer la gestion active avec l'indice? C'est sûr qu'on va pas du tout trouver les mêmes résultats que quand on compare aux ETF. On a Comment, ici comment, comment tu expliques que l'ETF batte de 10 points l'indice alors que l'ETF porte des frais de gestion? Alors, c'est une question un peu technique C'est sur emprunt? l'Eurostoxx 50, c'est une question d'optimisation de dividendes. En fait, en fonction de la résidence fiscale des ETF, les émetteurs peuvent toucher plus de dividendes que là où est située on va dire, la résidence fiscale entre guillemets théorique, hypothétique de l'indice, qui est le Luxembourg. Voilà. Ce qui permet d'avoir ça. Par contre, tu vois, sur le MSCI, les marchés émergents, on a une grosse différence, mais cette fois-ci dans l'autre sens.
Et du coup, Qui, qu'est-ce que qui, là ça pour, qui là pour le coup est plus naturel et qui là, plus, pour le coup, est plus et plus naturel. attendu. Exactement, puisque ça comporte un certain nombre de coûts de aller accéder, au marché émergent. Mais du Bien coup, sûr. tu comprends bien que la conclusion va pas du tout être la même quand on compare par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Alors, voilà, moi, j'ai envie de montrer ça parce qu'on a en tête, quand on regarde par rapport à un indice, d'accord, un calcul traditionnel de tous les fonds de la catégorie des grandes capitalisations de l'eurozone par rapport à un indice, donc l'Eurostock 50, 26% des fonds qui surperforment, des fonds actifs. En fait, quand on regarde par rapport à, donc aux ETF, c'est 13%. D'accord. D'accord? Donc ça remet des choses. Sur les marchés émergents, quand on regarde par rapport à un indice, c'est 22%, alors que quand on regarde par rapport aux ETF, du coup, il y en a beaucoup plus. Tout ça pourquoi? Tout ça pour dire finalement les conclusions d'investissement qu'on fait aujourd'hui quand on ne regarde que les chiffres bruts, finalement, elles ne permettent pas de capter l'alpha là où il est, en quelque sorte. Et ça, c'est voilà, ça c'est une de mes grandes convictions, un de mes grands chevals de bataille, on va dire, c'est de dire d'abord, il faut se fonder sur des chiffres, des vrais chiffres. Ensuite, alors, la photo, elle est comme ça. Quand on regarde une performance entre deux dates, c'est bien gentil, mais c'est deux dates fixes. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Qu'est-ce qui se passe durant toute la période? D'accord? Il y a des fonds qui meurent, il y a des fonds qui naissent, il y a tout un tas de vie, entre guillemets, qui n'est pas reflété dans ces chiffres qu'on a dans le marché et qui pourtant reflètent on va dire, les opportunités d'investissement disponibles pour les investisseurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de regarder entre deux dates fixes, d'accord, on prend toutes les opportunités d'investissement, mais on regarde tous les jours qu'est-ce qui se passe. Tous les jours, on regarde. Je crois les chiffres que j'ai en tête, c'est d'ailleurs, c'est qu'il y a à peu près 35% des fonds qui disparaissent ou qui changent de style de gestion en 10 ans. Alors, Je ne quand sais on pas si c'est regarde, le chiffre que tu as en tête. Mais... voilà, moi quand quand je regarde, en tout cas, quand tu fais attention justement de ne prendre finalement que les fonds qui étaient dans la catégorie il y a 10 ans et pas ceux qui n'étaient dans la catégorie qu'aujourd'hui et de regarder leur performance dans 10 ans. D'accord? Je corrige les fonds, toutes les catégories sont corrigées parce que ça aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est une autre erreur qui est faite. Les fonds dans la catégorie aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils y étaient. D'accord? Donc bon, enfin, on corrige de ça. Et ce qu'on voit, c'est que sur le pourcentage justement de fonds qui ont disparu ou sont sortis de la catégorie, il y en a quand même 22% qui, durant leur durée de vie, avaient surperformé. D'accord? Donc ça veut dire que c'est des fonds qui ne sont jamais pris en compte dans les calculs actuels. Mais plus intéressant que ça, les fonds nouveaux qui sont apparus dans la catégorie, eux, il y en a 50% sur 10 ans qui ont surperformé. Et ceux-là, ils sont hors radar, complètement hors radar. D'accord? Ce qui fait que nous, on trouve, donc basé sur donc, cette base de données qui est complètement retraitée et en utilisant en fait toutes les informations qu'on peut en tirer, que 47% du temps, en moyenne, d'accord, un portefeuille de fonds actifs surperforme celui des ETF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas 15%, c'est pas 10%, c'est pas non plus 100%. Voilà pourquoi nous, on maintient l'intérêt et l'importance, justement, de pouvoir savoir prendre les fonds actifs quand l'environnement est favorable aux fonds actifs et les ETF quand l'environnement est favorable aux ETF. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, rester 100% du temps actif, c'est sous-optimal, hein, 53% du temps, et inversement. Voilà, donc nous, c'est Alors, ça le grand message. là, ce que tu nous démontres, c'est que l'univers des OPCVM est moins sous-performant que ce qu'on peut croire. C'est ce que Exactement, je synthétise ça, d'accord. exactement. C'est Ok. exactement ça. Ça veut dire que du coup, la question pour moi, elle n'est pas pliée, comme pour beaucoup.
elle se pose. Et d'ailleurs, c'est ce qui est reflété quand, très souvent, quand on parle à des gens qui vendent des fonds, ils nous disent: «Mais nous, on en a qui on arrive à en sélectionner», alors que les moyennes ne le montrent pas. Voilà, parce que les moi, je maintiens que les d'abord la moyenne, c'est pas toujours le bon chiffre, mais en plus qu'aujourd'hui, les moyennes qu'on a sont basées sur des simplifications et des erreurs. Alors je vais prendre quelques exemples, pour montrer ça. Je pense que c'est intéressant parce que c'est aussi, encore une fois, pour aller contre les idées reçues. Voilà. Beaucoup disent: «Bon, c'est vrai que, sur les grandes capitalisations, les ETF, c'est mieux, mais finalement, sur tout ce qui est, petite capitalisation ou marché émergent, bah, ce serait quand même pas si mal d'aller capter un peu d'alpha». Voilà. Nous, on a ici un graphique très intéressant qui montre le spread annuel tous les jours sur 10 ans. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'effectivement, il y a des périodes où les gérants des petites capitalisations européennes arrivent à surperformer, mais finalement, il y a aussi beaucoup de périodes où ils sous-performent. Alors Donc avoir attends, pardon, tu peux expliquer oui, oui, j'explique. le, le graphique, c'est quoi? C'est la surperformance des gérants de petite capitalisation contre un Le ETF de petite capitalisation? Exactement, le pourcentage de gérants qui arrivent à surperformer les ETF de petite capitalisation en Europe à travers le temps. Donc ça veut dire ici, tu vois, sur cette période que je montre, il y a moins de 50 en Oui. rouge, d'accord? Alors qu'ici, il y aura plus de 50 jusqu'à 80. Voilà. D'accord, donc ça vient un peu contredire la croyance qu'on entend de temps à autre, qui est sur les small cap, il faut absolument prendre de la gestion active parce Exactement. qu'il y a une connaissance du terrain, des sociétés qu'on peut pas avoir dans les Et ETF. c'est exactement ce que je dis. Ok, Exactement. ok, Voilà. ok. Tu vois? Mais par contre, tu vas voir, et là, c'est un peu plus polémique peut-être, ça, c'est les actions américaines, grande capitalisation. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a une croyance forte que là-dessus, les ETF, c'est la panacée. Et là, il y a un constat, hein, qui montre l'importance de suivre de manière assez précise ce qui se passe, c'est que finalement, 2020-2021, il y avait de la surperformance à capter. Et ça, c'est des moyennes, encore une fois, hein. Ça veut dire que quelque part, alors ça veut pas, le graphique ne dit pas si c'est durable ou pas, Oui, d'accord? Bien évidemment. Mais en tout cas, il montre quelque chose qui, encore une fois, qui remet en cause les idées reçues. oui, on voit que la bascule se fait au moment du Covid. Exactement. Exactement au moment du Covid qui a finalement, et c'est pour ça que, c'est très important d'avoir cette notion finalement, de regarder qu'est-ce qui se passe pendant les crises. Alors je ne sais pas, il y a eu beaucoup d'articles, surtout en 2020 après la crise, qui tentaient de démontrer que non, c'était pas vrai, les fonds actifs n'avaient pas mieux fait. Nous, on fait des études sur l'ensemble des univers pour regarder justement ce qui se passe dans les marchés baissiers et les marchés haussiers. Donc là, j'ai pris les actions européennes de grande capitalisation et on démontre, tu vois, que c'est vrai que la gestion active a une valeur ajoutée très nette et supérieure pendant les phases de marché baissier. Donc là, j'ai pris le marché européen, tu vois, la crise du Covid, 62 55 c'était on était là en 2015. Au global Au global, sur l'ensemble des univers et sur l'ensemble des, donc c'est, actions, obligations. C'est vrai qu'il y a eu moins de marchés baissiers sur les marchés obligataires, sur les 10 dernières années. Mais au global, on peut valider cette hypothèse, hein, de dire que les gérants actifs ont tendance à faire mieux pendant les marchés baissiers que les marchés haussiers. Ça, c'est le pourcentage de gérants qui surperforment, et ça va être le spread, le montant de surperformance moyen qu'ils arrivent à faire. Donc on voit il y a une très nette augmentation, hein, de la surperformance, en tout cas, pendant ces marchés-là. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, plutôt que de couper en deux les marchés en disant il y a les marchés haussiers, il y a les marchés baissiers, est-ce qu'on pourrait pas rajouter une période
de retournement de marché. Et j'avais lu des études qui sont sans doute plus anciennes que les chiffres que tu nous montres, que c'était vraiment les moments qui mettaient en difficulté les gérants actifs. La phase de retournement est Ouais. typiquement effectivement connue pour être les phases propices aux ETF. Voilà, d'accord. Exactement. Et d'ailleurs, c'est dans certains modèles d'allocation, c'est ce qui est utilisé pour pouvoir, enfin, c'est des indicateurs qui sont utilisés justement pour pouvoir déterminer à partir de quel moment repasser en ETF. Donc, si tu veux, voilà. Et maintenant, du coup, ça va me faire la transition pour terminer avec l'idée de se dire, il manque dans le marché, et c'est le constat que moi j'ai fait, un modèle qui justement pourrait aider les investisseurs à identifier les phases qui sont plus propices à tel ou tel autre véhicule d'investissement. D'accord? Parce que se fonder uniquement sur des études passées, c'est pas suffisant. Enfin, d'ailleurs, voilà, on le fait nulle part, donc je ne vois pas pourquoi dans le marché des ETF et des fonds actifs, on se contente de ça. Et du coup, nous, fort de toute cette méthodologie, de tout ce travail sur les données, on a mis au point un modèle qui aide les investisseurs à identifier ces phases de marché plus favorables aux gérants actifs ou aux gérants passifs. L'idée, c'est de dire finalement, je veux pouvoir bénéficier du meilleur des deux mondes. Voilà. Et donc, c'est un modèle qui utilise, en fait, qui identifie. Alors, je vais passer directement. Voilà. C'est un modèle, en quelque sorte, qui identifie les variables, en fait, qui permettent de pouvoir faire justement la rotation, le passage de l'un vers l'autre. C'est relativement stable dans le temps. Ça veut dire que c'est pas des modèles qui bougent tous les jours. D'accord? C'est au mieux chaque trimestre, mais en fait, le taux moyen de rotation, c'est, on va dire, une fois et demie par an quand on regarde dans le passé. Et donc, on identifie les variables qui permettent de mettre en avant là où tel ou tel style d'investissement marche le mieux. Donc, pour aider justement à avoir les meilleures pondérations de portefeuille pour capter justement quand il y a de la surperformance, pour pouvoir la capter. Voilà. Je vais montrer quelques exemples en fait de résultats que ça peut donner. Donc, sur les États-Unis, on voit l'intérêt voilà. Donc là, on est sur la gestion active, la gestion passive, et puis un modèle qui justement a permis là qui a pu switcher vers un peu plus de gestion active et donc qui a donné un supplément intéressant de rendement. Voilà, on a pris un autre exemple ici de dette émergente, où là, c'est plutôt l'inverse par rapport on va dire, entre la gestion active et la gestion passive, et puis un modèle qui arrive à tirer parti du meilleur des deux mondes. L'idée étant de dire que finalement, si sans choisir, entre guillemets, de manière a priori, j'arrive déjà à avoir le meilleur des deux, c'est déjà un très bon résultat. Puisque je ne perds pas le potentiel de surperformance. Maintenant, on arrive en plus, dans certains cas, à surperformer. Sachant que, voilà, l'idée, c'est bien évidemment, là, on a sorti une première version de ce modèle et puis on essaye de continuer à améliorer encore les performances. Mais vraiment, le message sur lequel moi j'insiste, c'est vraiment de dire l'investisseur a le droit d'avoir des outils pour pouvoir les intégrer dans sa prise de décision. C'est-à-dire que c'est bien évidemment, c'est pas le choix du véhicule d'investissement n'est pas le seul élément. L'allocation d'actifs a évidemment une très grande part, mais on peut pas aujourd'hui, dans un environnement de taux bas, faire l'impasse de ce supplément de revenus généré par le choix du bon véhicule d'investissement. Alors, moi j'ai une question qui me vient et je dirais même plus, qui me démange. C'est que
si je synthétise ton discours, c'est que tu as mis en place des indicateurs qui permettent de définir le moment où il faut intégrer un peu, beaucoup, passionnément de gestion active par rapport aux ETF. Faire un équilibre entre les deux. C'est Mais ça. du coup, comment tu sélectionnes tes gestions actives et est-ce que tu te dis, bah, il faut que je sois actif, mais je vais en acheter beaucoup, comme ça j'aurai la moyenne de l'écart entre la gestion active et la gestion passive, ou alors tu as une méthodologie qui permet d'aller sélectionner de manière un peu plus fine? Alors, justement, par rapport à ça, déjà, tout ce travail de base de données qu'on a fait nous permet de faire d'avoir des comparaisons entre les fonds actifs et les ETF qui suivent le même indice. Donc déjà, ça, je pense que c'est Ouais. un outil très important parce que ça permet justement de pas sélectionner des choses qui n'ont rien à voir et du coup, on a fait pour l'instant, on est sur 3 types de classements. Donc, un classement des fonds actifs et des fonds passifs qui ont les meilleures performances ajustées du risque sur 3, 5 et 10 ans. Mais sachant qu'on est sur cette base de données et c'est ce qui en fait un classement unique, c'est-à-dire qu'on est sur exactement le même objectif d'investissement. Donc on peut avoir parfois des fonds passifs qui vont arriver en tête du classement ou des fonds actifs. On a ensuite, et ça je pense c'est assez intéressant, un classement des fonds actifs qui montre la plus grande persistance de surperformance. Ouais. Donc on regarde à travers le temps, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tous ceux qui ont affiché les plus grands pourcentages de surperformance et on les classe. Ça, je pense que c'est très intéressant, mais c'est surtout rendu possible par l'accès à la base de données qu'on a. Parce que la base de données qui permet de comparer avec uniquement un seul véhicule d'investissement, j'insiste, mais c'est très important, ça permet justement de capter cette surperformance, c'est-à-dire de capter vraiment ce qui est dû au gérant et pas au choix ou à la chance ou à la malchance d'avoir été sur l'indice qui a le plus ou le moins monté. Mhm. Voilà. On fait aussi du classement d'ETF parce que ça, c'est un peu on va dire mon ADN, hein, de bien, voilà. J'avais fait notamment ce papier avec Thierry Roncalli pour montrer comment est-ce qu'on pouvait mesurer la performance des ETF et comparer entre eux. Donc j'utilise aussi mon savoir-faire pour faire des classements d'ETF parce que ça aussi, je pense que c'est important. C'est pas du tout le même, enfin, c'est pas la même chose, mais regarder la qualité de tracking, c'est aussi quelque chose d'important. Donc là-dessus, voilà, on est aussi on va dire, sur ces outils-là pour pouvoir donner un choix un peu différent aux investisseurs, pour pouvoir sélectionner des listes de fonds. D'accord, d'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à compléter le chat pour les questions. On va les reprendre. Il y en a deux ou trois. Mais avant, je voudrais encore griller la priorité à tout le monde et poser une deuxième question qui m'excite les neurones. Si j'ai bien compris, Marlène, ce que tu nous as expliqué, c'est qu'en fonction de considérations de marché, tu vas faire évoluer ta part de gestion active et d'ETF. Est-ce que je dis pas de bêtises? Alors, c'est pas que des considérations de marché, c'est aussi les caractéristiques des fonds eux-mêmes, hein. La Ah d'accord. dispersion, la Parce que volatilité, c'est pas, non, non, c'est beaucoup plus détaillé que ça. J'ai pas tout expliqué, mais c'est vraiment en fonction de l'univers de fonds auquel on a accès. ah Et donc, d'accord. Parce que voilà. j'avais envie de te dire, si c'est juste unique, enfin juste, je dis juste, mais c'est extrêmement complexe. Hein. En fonction de considérations de marché, est-ce que je suis dans un marché haussier ou je suis dans un marché baissier? Est-ce que tu n'aurais pas eu plus envie juste de modifier ton allocation d'ETF plutôt que d'aller chercher d'intégrer de la gestion active? C'est ça, mais c'est pas que ça en fait, parce Mais c'est qu'il pas y a que des ça. mo D'accord. il y a des environnements dans lesquels il y a une dispersion, il y a vraiment des choses à aller chercher dans la gestion active et il y a des environnements où c'est pas le cas. Et c'est là où c'est intéressant parce que je boucle sur ta question du départ qui était de dire, finalement, est-ce que, dans la période actuelle, on n'a pas eu moins de dispersion au sein de la gestion active? Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas du tout sûr que ça se reproduise dans l'avenir et c'est pour ça Alors, que c'est intéressant d'avoir des des moi, je outils qui pense que peuvent le monitorer. la faible dispersion, c'est quelque chose de structurel parce que depuis toutes ces années, on a demandé aux gérants de processer leur gestion. On leur a demandé, tout simplement pour que les commerciaux puissent vendre facilement le fonds, de façon à ce que les dirigeants ne perdent pas le savoir-faire quand le gérant s'en va.
et voilà, et le poids de compliance fait que je pense que les gérants, les queues de distribution se sont vraiment affinées et resteront très fines. Alors, il y a sans doute des choses à faire, hein. Il y a de la, il y a de la, enfin, on constate quand même, après, c'est tout le travail quand même sur les data. On constate la dispersion et on constate des suppléments de rendement non négligeables à aller capter. Voilà. Maintenant, moi, ce que je précise, c'est que la faiblesse de la dispersion, elle est constatée par beaucoup, elle a été aussi due à l'environnement de quantitative easing, à tout cette, voilà, tous ces marchés drivés plutôt par des grands facteurs macroéconomiques, et que finalement, depuis 2020, on commence à voir, c'est un peu l'image que j'ai montrée sur les États-Unis, hein, que finalement, il se passe un peu d'autres choses et que c'est important justement de regarder bien en détail là où on peut avoir de la surperformance. Alors, juste pour regarder un petit peu je regardais un petit peu les commentaires. Oui. On a été c'est peut-être un peu sophistiqué, mais le message derrière, il est simple. Il est il faut pas se laisser endormir par les chiffres. Et parfois, les chiffres mentent, contrairement à ce qu'on voit et on peut lire. Et c'est un peu ça mon message. On dit, ah, les chiffres ne mentent pas. Ben si, les chiffres peuvent mentir. Et on est justement, on est dans un monde de la data. On est dans un monde où finalement, celui qui maîtrise la data, il a le contrôle et il a le pouvoir. Donc c'est très important pour l'investisseur et pour pouvoir faire les bons choix, de savoir et de vouloir savoir et questionner qu'est-ce qu'il y a derrière la data. Et c'est pour ça que nous, on tient ce discours de se parler vrai. Aujourd'hui, on est loin dans le marché d'avoir un accès au parler vrai sur les datas entre l'actif et le passif. Voilà. Est-ce que tu veux apporter un commentaire? Alors, je reprends du haut, Christophe Le Garrette, comment faire avec les ETF très peu liquides? Alors ça, je pense que ça reboucle sur ta question à toi, enfin sur ton intervention à toi au début, justement, de dire qu'une bonne partie, en fait, la liquidité en Europe, on la voit pas. Et donc, je pense pas qu'au niveau au niveau du particulier, il y a un vrai problème de liquidité Oui, sur les enfin, faut ETF. oui, effectivement, d'abord faire attention que la liquidité ne se mesure pas avec les volumes échangés. Voilà. Donc ça, c'est important de le rappeler. Ensuite, que l'ETF, à minima, reflète la liquidité du sous-jacent. Ça, c'est très important. Et ça, c'est quel que soit l'ETF, hein. Oui. Et il faut vraiment avoir cette notion en tête que la liquidité de l'ETF, c'est en dernier ressort ou à minima comme tu dis, mais c'est la liquidité du sous-jacent. Mais alors, Donc attention plutôt au sous-jacent peu liquide, moi j'ai envie de dire. voilà, si vous voulez, je pense que l'ETF peut donner un semblant de liquidité sur les sous-jacents qui n'en ont pas, et qu'en cas de crise, Voilà, on peut avoir des surprises. Voilà. c'est exactement ça. L'ETF amplifiera pas, mais donne voilà, une illusion de liquidité sur des sous-jacents qui n'en ont pas. Après, il y a une responsabilité fiduciaire, hein, de l'émetteur d'ETF aussi, de pas forcément aller sur des choses qui sont trop peu liquides. J'espère que ça répond à votre question. Et donc, la question d'Alex Didon, les actions sont au plus haut, il n'est pas intéressant de privilégier la gestion active. Je crois que c'est exactement le cœur du propos de Marlène, de pas se laisser porter. Alors, en fait, on a deux approches qui sont assez complémentaires, puisque Marlène introduit de la gestion active, et nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est de la gestion active de produits passifs. Donc, effectivement, se laisser porter par un MSCI World, si on a un marché baissier, ça risque de faire des Non, déçus. je pense que oui, je pense que la couche d'allocation est forcément une couche importante, hein, dans la construction d'un portefeuille. Et ça, je crois que c'est effectivement la couche que tu sais bien faire, notamment voilà, dans tes portefeuilles, hein, toute cette partie allocation. Maintenant, voilà, pour aller capter l'essentiel du rendement, nous, on défend que c'est important de pouvoir bien combiner, donc faire des bons choix. Ok. Y a-t-il d'autres questions?
le temps qu'elle vous vienne et que vous les tapiez, moi je voudrais de nouveau remercier Marlène de sa présence. Peut-être qu'il sera intéressant, mais je dis peut-être, mais c'est pas le cas. On se revoit avec certitude fin janvier pour parler du bilan 2021, du comportement des ETF, des flux, de la gestion active. Voilà, donc un bilan, c'est bien ça, c'est le 21, je sais plus, j'ai plus Oui, le oui, calendrier. c'est ce qu'on avait convenu. Oui, C'est je ça, pense que ce sera on va intéressant le maintenir. de pouvoir montrer un petit peu tout ce qui s'est passé cette année, parce qu'il y a eu plein de choses intéressantes, que ce soit sur la gestion active ou la gestion ou les ETF. Eh ben c'est Voilà, il super, y on a plein de retrouve choses à Marlène. dire et on peut le dire, on n'attend pas 6 mois ou plus après Pour la faire fin le de bilan. l'année pour le dire, voilà. Donc je pense que ce sera super intéressant. Eh ben génial, on retrouve Marlène le 21. Nous, on se retrouve le 7 janvier avec de nouveau un sujet sur la gestion active, gestion passive. Cette fois-ci avec toujours un ami, toujours un grand professionnel qui vient de lancer sa société de conseil en allocation d'actifs qui s'appelle l'allocataire. Alors l'allocataire, c'est pas le nom de l'ami c'est Ahmed Khalifa. Et donc, on reprendra ce format de débat. Et puis après, on enchaînera le 14, je crois. On vous présentera notre stratégie 2022. D'ici là, c'était le dernier de l'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon week-end. Et puis, rendez-vous l'année prochaine. Merci Régis, Salut bonne Marianne. fête à tous. Au Bye. revoir.